Bien, bonjour à tous, à toutes. Bonjour aussi à ceux et celles qui sont connectés à distance, qui sont en télétravail derrière leur ordinateur. Merci d'être là. Depuis le 24 février dernier, le monde a appris à inclure cet homme dans le paysage politique international. L'ancienne figure du show business, dont l'accession à la présidence ukrainienne en 2019 avait suscité doutes et ricanements, incarne désormais la résistance à l'envahisseur, ainsi que la volonté farouche de l'Ukraine d'être désormais considérée comme un véritable État-nation définitivement scindé de l'ancienne puissance tutélaire russe. Mais qui est donc Volodymyr Zelensky, né en 1978 et qui n'avait donc que 13 ans à la chute de l'URSS? Qui est cet homme venu de la société du spectacle et n'ayant à la base aucune formation politique? Serait-il celui qui incarne la transition de l'Ukraine vers un destin européen? L'ancien amuseur public, devenu véritable chef de guerre, n'incarnerait-il pas ce paradoxe qui fait que l'Ukraine se bat pour gagner par les armes une indépendance pourtant décrétée il y a 30 ans? Alors pour mieux le connaître, nous avons aujourd'hui un invité qui s'est plus que penché sur la question, qui est le co-auteur de ce livre dont je vous recommande vivement la lecture, qui a le mérite d'expliquer de façon claire et fluide une situation pas forcément simple. Bonjour Régis Jeantet, merci beaucoup. Vous êtes venu spécialement de Géorgie, où vous résidez depuis 20 ans. Vous êtes correspondant permanent pour RFI, France 24 et Le Figaro. Et Le Figaro. Ce livre, vous l'avez coécrit avec votre comparse Stéphane Siohan, qui est lui correspondant permanent à Kiev depuis 2013, je crois. Depuis 2013, absolument. Je précise ce que Régis nous confiait tout à l'heure. Stéphane Siohan a actuellement sa compagne, qui est ukrainienne, qui a rejoint les forces, qui est actuellement en train de combattre dans les forces ukrainiennes. Voilà, là c'est une façon de prendre la réalité en pleine figure. Là ça devient subitement très très concret. Alors ce Volodymyr Zelensky, alors à quel carrefour historique se trouve-t-il exactement? Et puis tout simplement, que se passe-t-il dans la tête de ce héros? Je vous laisse la parole, Régis. Merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous et on fait ce métier pour collecter l'information, pour voir comment l'histoire fonctionne, comment le pouls du monde bat, mais aussi pour le raconter. Et puis souvent lorsqu'on écrit un livre, le premier qui apprend quelque chose, c'est l'auteur, parce qu'il faut formuler les choses, il faut affronter les paradoxes, chercher, creuser. Et il y avait une sorte d'urgence à écrire ce livre pour nous, puisque Stéphane Siohan comme moi-même sommes installés depuis longtemps. On a à nous deux une trentaine d'années d'expérience de terrain dans ces régions, en Ukraine, dans le Caucase, en Asie centrale, en Russie bien sûr. Et on avait beaucoup observé, on avait couvert tous les deux d'ailleurs la guerre en 2014 dans le Donbass. Donc on avait vu aussi la guerre sur le terrain et la guerre aussi dans les médias, en Occident. Et nous qui vivons au quotidien dans ces régions, Stéphane à Kiev, moi à Tbilissi, mais en voyageant partout dans la région, en couvrant tous les événements importants de l'ancien espace soviétique, on a à cœur évidemment de raconter le détail, celui qu'on voit tous les jours, en regardant le journal le soir, en côtoyant ses amis, en voyageant, en prenant les trains, les avions, etc. Et donc de passer par-delà les clichés. On se disait qu'il était important au moment où la guerre est déclenchée, le 24 février dernier, comme vous le rappeliez, à ce moment-là, d'apporter à la fois une information à la disposition de chacun, mais qui trouve le bon compromis entre expliquer ce qui se passe réellement, quels sont les enjeux, ne pas ménager le lecteur, si j'ose dire, sur le fond de l'affaire, sur des questions complexes dont on parlera peut-être, mais qui sont les questions identitaires, les questions linguistiques, tout ça, qui sont toujours très très compliquées, les questions d'oligarchie aussi, et internationales, de géopolitique, et en même temps d'en faire quelque chose qui soit accessible pour que chacun qui n'est pas spécialisé puisse comprendre. Alors ça a donné ce titre, Zelensky dans la tête d'un héros. Lorsqu'on est journaliste, il n'y a pas de héros. Mais c'était effectivement la manière dont Zelensky était perçu, donc c'est une bonne manière d'entrer dans le livre. Et peut-être que je ferai ma conclusion
en montrant aussi combien la notion de héros prend sens en Ukraine. Elle a une longue histoire qui est au cœur de l'histoire qui est en train de se jouer aussi aujourd'hui, qui est un combat pour une sorte d'émancipation coloniale, en fait, post-coloniale. Et Zelensky incarne ça, effectivement, comme vous le rappeliez. Et c'est ça qu'on a voulu montrer. On a voulu, dans ce livre, retremper un personnage qui, comme ça, éclate à la lumière du monde le 24 février au matin. On en avait un peu parlé avant dans nos médias, etc. Mais c'est vraiment le 24 février où il devient un personnage qui envahit nos écrans et que tout le monde suit, finalement. Et nous, on voulait le retremper dans son jus, dans son histoire, dans son pays, et raconter qui il est. Et une des choses qui est au cœur de ce livre, je crois, c'est de raconter que c'était un personnage, au fond, par-delà le côté spectaculaire, je vais y revenir, mais qui a été 2 fois président dans sa vie, une fois dans une comédie et une autre fois comme président. Et c'est bien sûr extraordinaire et ça dit quelque chose, je vais y revenir, mais c'est surtout quelqu'un, comme vous le rappeliez, qui avait 13 ans en 1991. Donc pour lui, l'URSS, il n'était pas façonné encore comme citoyen, il était un jeune garçon. Et par-delà les grandes questions géopolitiques, les grandes questions de son pays, est-ce que je suis pro-russe, anti-russe, est-ce que je veux vivre dans un régime autocratique, démocratique, est-ce que je crois à la démocratie ou pas, etc. C'est juste un jeune homme d'un quadragénaire que je vois moi personnellement, et Stéphane aussi, qu'on voit arriver dans toute la région, en Arménie, le Premier ministre, qui est le personnage, c'est le poste où le pouvoir réside en Arménie aujourd'hui, et quelqu'un qui est né en 75, je crois. Donc on voit toute cette génération de gens arrivés qui ne sont pas forcément pro ou anti-russes, mais qui aspirent à autre chose, qui parlent souvent anglais. Zelensky le parle plutôt mal, qui sont des gens qui ont vu autre chose du monde, qui ont voyagé, qui se servent des smartphones et qui donc de cette façon ont énormément d'informations qui leur viennent. Et le monde est en train de changer, et l'ancien espace soviétique est en train de changer. Et ça explique en partie les crises qu'on observe actuellement. C'est plus qu'une crise, c'est une guerre en Ukraine, mais on a vu beaucoup rien que cette année, moi j'ai couvert une crise importante au Kazakhstan par exemple. J'ai écrit ce matin un papier dans le Figaro sur les Biélorusses qui se sont réfugiés en Géorgie parce qu'il y a eu une crise politique importante en Biélorussie voilà 2 ans. Enfin, toute la région est secouée, on sent que les sociétés sont travaillées, aspirent à un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément ce à quoi aspirent les dirigeants de la région en tout cas, et notamment en Russie, et ça explique toutes ces tensions, et on en aura certainement beaucoup d'autres. On est dans des processus historiques assez profonds. Alors Zelensky, ce qu'on a essayé de montrer, c'est, au fond, c'est un personnage qui, par son ADN social, personnel, avait tout pour finalement s'entendre avec la Russie, avec ce que M. Poutine appelle le monde russe, qui est une sorte de monde dominé par la Russie, par la langue russe, par la culture russe, et qui aurait pu tout à fait s'inscrire dans ce monde et y vivre et y prospérer, et il l'a fait d'ailleurs. 13 ans en 91, il vient d'une famille juive de scientifiques, donc ça c'est le bon pédigré à l'époque soviétique, les scientifiques, on préfère ça aux gens de lettres et aux gens de l'esprit, si je puis dire. C'est quelqu'un qui vivait dans ce qu'on connaît en France sous le nom de Krivoy Rog, Krivoy Rih en ukrainien, qui est une ville industrielle, mais vraiment l'emblème même de la cité minière et industrielle soviétique, qui est donc aussi une sorte de symbole de tout ce qu'a véhiculé le pouvoir des bolcheviks et ensuite des soviétiques. Il est né dans cette ville. Il parle russe d'abord, il parle russe à la maison. Il a un peu appris l'ukrainien à l'école, mais pas très bien, ce qui fait que lorsqu'il fait campagne en 2019, par exemple, lui-même plaisante sur son mauvais ukrainien, ses fautes de grammaire. Il en fait des vidéos à l'époque. Et il n'y a que maintenant, au profit de la guerre, si j'ose dire, qu'il a décidé qu'il ne parlerait qu'ukrainien, en tout cas en public. Et donc, il a oublié son russe, enfin oublié formellement si j'ose dire, mais on le voit même commettre ou chercher parfois ces mots en russe tellement il parle ukrainien aujourd'hui. Donc c'est un choix politique de sa part. Donc voilà un personnage qui a tout pour s'entendre avec la Russie de M. Poutine, qui, donc je rappelais son pédigré familial, c'est quelqu'un qui parle russe, c'est quelqu'un qui ensuite, quand il va se lancer dans le show business, va participer à un jeu, une sorte de radio crochet
soviétique puis post-soviétique, qui s'appelle le KVN, une sorte de comedy club, mais qui est aussi très politique, puisque l'humour aussi, c'est très politique forcément, et qui donc va participer, va aller à Moscou, va avoir des succès, et puis ensuite il va monter sa société de production télévisuelle pour faire des séries, des films, des shows, et il fait fortune en Russie, grâce à la Russie. Et malgré tout, c'est ce type-là aujourd'hui qui est en train de en quelque sorte mener le combat, j'y reviendrai sans doute, mais qui est à la tête d'un pays qui est en train de se battre pour s'émanciper de la Russie. Ce qui dit beaucoup de choses de l'Ukraine, de la force, de la puissance, des mutations qui est en train de connaître ce pays depuis 200 ans, qu'il aspire à être plus européenne, à s'émanciper de la Russie, depuis 30 ans, depuis l'indépendance, et a fortiori depuis 2014, avec cette guerre que la Russie conduit dans l'est du pays notamment, et qui est un énorme vecteur de changement. C'est l'histoire, donc toujours dans l'histoire, ce sont les guerres qui ont été souvent le principal levier par lequel les sociétés ont changé. Il y a 2500 ans, c'est Athènes qui passe de la cavalerie aux hoplites, c'est-à-dire les hommes, la cavalerie, c'est-à-dire l'aristocratie, donc le régime est aristocratique, aux hoplites, c'est-à-dire des hommes avec des boucliers, et là c'est le peuple, ce sont les paysans, et c'est comme ça aussi que la démocratie athénienne va naître. Donc voilà, la guerre, comme ça, d'énormes vecteurs qui changent les choses, et c'est ce qu'on observe aussi en Ukraine depuis 2014, avec des clivages qui avaient un certain sens autrefois, par exemple linguistique, un Est, et notamment les villes, où il y avait eu beaucoup de populations qui avaient été déplacées dans les siècles derniers, enfin depuis un siècle et demi, où on avait des villes russophones, on avait amené des Russes pour travailler dans les mines, dans les usines métallurgiques, etc., à l'époque de l'industrialisation, fin du 19e, et même ces villes de russophones qui étaient plutôt russophiles, pas forcément, il faut se méfier de ces clichés. Moi, lorsque j'allais sur place en 2014, je voyais que c'était très fort encore, cette russophilie, cette aspiration à rejoindre la Russie, et à cause de la guerre, et depuis, ça a beaucoup changé, et on a aujourd'hui un Est ukrainien, y compris russophone, qui est beaucoup plus inscrit dans le projet national, on va dire, ukrainien. Alors Zelensky, il est là, c'est un personnage de l'entre-deux, né en 1978, donc, qui a un ADN plutôt russophile, russophone, qui est dans une région qui est entre la Russie et l'Ukraine, parfaitement ukrainophone, on va dire, par exemple, et qui est aussi dans un entre-deux temporel, puisque voilà, il a 13 ans en 1991, il est beaucoup moins pris, il est dans une Ukraine qui s'émancipe de la Russie, qui est indépendante depuis 1991, et lui, il est dans cet entre-deux. Lorsqu'il fait campagne pour devenir président en 2019, il est sur deux piliers, en quelque sorte, pour remporter les suffrages, et il va remporter l'élection en mai 2019 avec 73% des sondages, donc une très belle élection que j'avais suivie personnellement, qui était démocratique, ça exprimait véritablement la volonté de la population de se tourner vers quelqu'un d'autre, et c'est lui qui a incarné ça. Et les deux piliers, c'était la lutte contre l'oligarchie nationale, c'était assez populiste, je vais peut-être y revenir un peu, et puis d'un autre côté, c'était de faire la paix. Donc il ne s'agissait pas de s'opposer à la Russie, c'était plutôt un bon partenaire pour Poutine. Donc là, on retrouve son ADN un peu compréhensif, si on peut dire, Russland Verstehen, comme disent les Allemands, c'est-à-dire compréhensif, prêt à passer beaucoup, à vrai dire, aux Russes. Et il veut faire la paix, naïvement, il ne sait pas à qui il a affaire véritablement lorsqu'il va aller faire négocier avec Poutine. Il pensait que par son charme, par son talent d'acteur, sa capacité à envoyer des messages, à tourner les mots comme il faut, il allait réussir à convaincre M. Poutine de faire la paix au Donbass. C'était ne pas comprendre les enjeux, et il allait les apprendre, quoi. Alors c'est un personnage extraordinaire, si j'ose dire, même si dans le livre on est extrêmement critique à son égard, parce qu'il y a beaucoup aussi de communication, et ça ne suffit pas pour faire de la politique, et en tout cas c'est sans doute pas souhaitable, mais extraordinaire parce que malgré tout, c'est quand même quelqu'un, comme je le disais, qui a été 2 fois président, la première fois comme étant un comique, mais d'assez bas étage, parfois c'était même du comique un peu au-dessous de la ceinture, hein, c'était pas du grand art, et puis qui va redevenir président en racontant la même histoire qu'il avait racontée au cinéma et pour la télévision, qui va raconter au peuple pour se faire élire, avec quelques petits détails qui changent un peu la nature des choses. Puisque cette série télévisée, alors il était déjà très célèbre, mais qui
là où il va jouer ce rôle de président, et il le joue dans une série qui s'appelle Le serviteur du peuple, Sluga Narodu, en ukrainien, et qui joue en russe d'ailleurs. Le marché, il est russe, hein, vous voyez déjà. Ce qui fait que l'Ukraine n'est pas toujours très très bien traitée dans cette série. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de la guerre, en tout cas pas au début, etc. Et il va jouer ce rôle d'un simple professeur de collège d'histoire. Donc c'est pas très valorisant l'histoire, tout le monde s'en fiche, c'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent dans l'Ukraine capitalistique de l'après-indépendance. Et il va jouer ce rôle d'un professeur qui devient par accident président de l'Ukraine. Alors tout ça c'est très fictif, c'est presque une fable en réalité, assez comique, assez drôle, assez percutante. Ça va devenir un vrai outil de communication qui va le porter au pouvoir. On raconte dans le livre, par exemple, l'épisode 14 de la première saison, que je vous conseille, qui est où il raconte le problème des routes, qui sont en très mauvais état, parce que forcément, c'est un pays très corrompu, l'Ukraine, c'est en train de bien s'améliorer, et donc il y a des nids de poules partout, parce que là où on a voté des budgets pour avoir ça d'asphalte sur la route, etc., en réalité, on n'en met que ça, et la différence passe évidemment dans les poches des fonctionnaires, des politiques, etc. Et il raconte dans cet épisode très bien tout le mécanisme, il démontre le mécanisme de la corruption dans l'Ukraine d'avant, on va dire, et peut-être encore d'aujourd'hui. Enfin là, on est dans une autre affaire aujourd'hui, et ça change. Et on sent qu'il va toucher vraiment le cœur des Ukrainiens et le problème du quotidien des gens, quoi. Donc il avait cette sorte de sociologie instinctive, de compréhension de son peuple, qui fait qu'avec cette série, il va véritablement toucher le cœur de la population, et notamment en critiquant les oligarques, alors qui deviennent un peu les boucs émissaires, mais qui sont aussi... faut savoir qu'un oligarque, c'est pas quelqu'un qui est au pouvoir et qui gagne de l'argent par son travail. Dans l'ancien espace soviétique, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent en prenant là où il est, c'est-à-dire dans la poche des pauvres. C'est-à-dire là où il y a beaucoup de pauvres, donc il y a beaucoup d'argent à prendre, et ce sont souvent des gens qui vont vivre de subventions. Par exemple, le plus gros oligarque ukrainien, Renat Armetov, est quelqu'un qui vit de subventions, essentiellement. Donc il s'est jeté, par exemple, sur ces dernières années, j'ai suivi ça pour faire quelques papiers, moi, sur les énergies vertes qui sont subventionnées par l'État, etc. Et donc lui, il gagne de l'argent de cette façon. Donc en tout cas, Zelensky va arriver au pouvoir en se présentant comme un serviteur du peuple. Il n'y a pas pire slogan pour un populiste, en réalité. En général, on sait que les populistes expliquent qu'ils servent le peuple, et en réalité, ils servent d'autres intérêts. Ce qui était un peu son cas d'ailleurs. C'était assez fourbe cette histoire, parce que la chaîne de télévision où il va produire cette série, Sluga Narodu, sur 3 saisons, en fait, elle appartient à un oligarque. Et cet oligarque, il a beaucoup de problèmes avec le président d'avant Zelensky, qui s'appelle Petro Poroshenko, qui est aussi un oligarque, alors qui pèse moins lourd que les autres, parce que lui était dans le chocolat, ce qui n'est pas la même chose que les oligarques de l'acier et du gaz, les grands oligarques ukrainiens, mais malgré tout assez important. Et cet oligarque, pas simplement Petro Poroshenko, pas parce qu'il était bon, pas parce qu'il voulait faire le bien, enfin ça on ne peut jamais sonder les reins et les cœurs des acteurs politiques de n'importe quel pays, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a dû, pour obtenir du soutien du FMI, de l'Union européenne, des États-Unis, a dû faire un certain nombre de concessions, et aussi pour des raisons politiques certainement, et il a cassé cet oligarque qui s'appelle Ihor Kolomoïski, qui a soutenu Zelensky, semble-t-il en tout cas, et où il va produire sa série télévisée. Et Poroshenko va le priver de sa grande banque, qui est la ressource principale de son argent, ce qui va lui attirer une haine féroce, et probablement ça va encourager ce deuxième oligarque, Kolomoïski, à financer, à laisser produire cette série contre les oligarques, c'est-à-dire contre certains oligarques, bien sûr, pas contre lui. Et on voit bien qu'il y a eu un lien. Donc le Zelensky héros de la lutte contre les oligarques, c'est évidemment quelque chose d'assez faux. Sauf que l'histoire et le fait de se retrouver, lorsqu'il sera élu à la tête d'un pays qui doit équilibrer les comptes, qui a besoin des soutiens du FMI pour faire un certain nombre de réformes, etc., ça va l'obliger à un moment donné à faire une loi contre son oligarque qui l'avait soutenu, Kolomoïski. Donc voilà comment marche l'histoire. Ce n'est pas une histoire de héros, c'est plutôt une histoire de tendances lourdes, de rapports de force internationaux, nationaux, etc. Donc Zelensky joue cette série qui a un grand succès, où il joue donc l'histoire d'un homme simple, en tout cas d'un non politique, qui arrive au pouvoir et va s'affronter notamment à l'oligarchie.
Zelensky va faire campagne, et c'est là que c'est intéressant de suivre l'Ukraine pour nous aujourd'hui, pour nous Français. Ce n'est pas le seul pays. On dit toujours, par exemple, qu'il faut suivre l'Italie. C'est souvent un pays qui est assez pionnier dans les nouvelles tendances politiques. L'arrivée de Berlusconi, par exemple, au pouvoir à l'époque, je me souviens, les gens observaient en se disant, ça, il faut observer l'importance des médias. C'était assez nouveau. Donc l'Italie, c'est toujours un pays qu'il faut suivre. Mais l'Ukraine aussi, par exemple, parce que le monde est globalisé, et on voit arriver un comédien. Alors c'est un peu le Pepe Grillo, on pourrait faire la comparaison en Italie, ce dégagisme derrière qui fonctionne. Et il va se faire très bien élire. Il se fait élire sans faire campagne. Il se fait élire sans jamais faire un meeting de campagne, sauf un où j'étais dans un stade, mais c'était dans l'entre-deux tours, il avait déjà gagné. Et bon, là, il était quand même contraint de faire semblant de... C'est quelqu'un qui a fait gagner une campagne sans donner d'interview à la presse. Il était tellement mauvais au début, c'était un comédien qui ne connaissait rien, il ne savait pas ce que c'était que l'OTAN, il ne savait pas ce que c'était que l'Union européenne, il ne savait pas comment fonctionnaient les mécanismes financiers au sein de son pays. Il est arrivé avec des slogans, avec des idées, probablement des bonnes intentions, mais vraiment pas de connaissance de comment fonctionne un État, ce qui est un peu problématique. On raconte d'ailleurs une scène dans le film où, pour la première fois, alors qu'il est en campagne, il rencontre à Kiev la communauté diplomatique, les pays représentant le G7, les pays de l'Union européenne, et c'est catastrophique. Parce qu'il est incapable de répondre à la moindre question, donc c'est son conseiller qui essaie de sauver les meubles, et tout le monde ressort en se disant mais comment ce pays va s'en sortir? C'est un pays en guerre, comment est-ce qu'il sera capable de s'en tirer à la tête de ce pays? Il ne va pas s'en tirer si mal, enfin ça ne va pas être très brillant jusqu'à la guerre à vrai dire, mais malgré tout parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément, c'est une bête de travail, comme on l'est souvent dans la télévision, dans les médias, etc. Donc, et puis qui va être très humilié aussi par notamment cette réunion dont je parlais. Donc il va travailler, au début il va compenser par ses talents d'acteur, donc plutôt que de donner des réponses pensées en tant qu'homme politique, il va apprendre par cœur un certain nombre de phrases et il va les servir à ses interlocuteurs, et puis petit à petit il va compenser au point que pendant la guerre, on l'a vu par exemple donner une conférence de presse dans le métro de Kiev, en souterrain, face à 200 journalistes de la presse internationale, où mon confrère, d'ailleurs Stéphane, mon co-auteur, était présent. Et là, il est sans notes et il s'en sort très très bien. Donc il a bossé entre-temps, il a vraiment travaillé. Et il l'avait fait notamment quand il est venu rencontrer M. Macron aussi dans l'entre-deux tours d'élection, où là il avait beaucoup sollicité notre ambassadeur de France, ambassadrice de France à l'époque, pour savoir comment se comporter. Enfin, il avait travaillé, quoi. Et c'est ce qu'il a fait depuis, quoi. Donc il va gagner cette campagne sur Instagram en évitant, avec des slogans d'une platitude absolue, avec à peu près rien sur presque pas de programme, une vague colonne vertébrale idéologique ou très ultra-libérale, mais bon, voilà, parce que tout le monde dans la région, en Russie, etc., quand on est de l'opposition, ce sont des choses qu'on sort. Beaucoup de fantasmes sur le monde de l'entrepreneuriat, le monde IT, l'Internet, etc. Et puis voilà, des vidéos de je fais du sport. Donc une victoire très, très curieuse, mais qui va remporter démocratiquement dans une Ukraine qui est très différente de la Russie, à vrai dire, de ce point de vue-là, qui a une vraie... Je ne sais pas si on peut dire que ça a une culture démocratique, mais du fait qu'il y a une oligarchie notamment, ça fait que c'est un pays où il y a beaucoup de pluralisme, beaucoup d'opinions qui peuvent s'exprimer. On n'a pas une ambiance autoritaire. Moi, je n'ai jamais eu de problème véritable pour y travailler, par exemple. C'est assez simple. Et il va remporter cette élection. Alors lorsqu'il arrive au pouvoir, les premiers mois ne sont pas forcément très, très brillants, évidemment, parce qu'il arrive avec un programme où il doit combattre les oligarques, et en réalité, il est plutôt dans leurs mains, en tout cas dans la main de certains. Donc il va y avoir tout un bras de fer avec la communauté internationale, où il va essayer malgré tout de sauver ses relations, notamment avec cet oligarque fantasque et très puissant et très brutal, vraiment dans l'esprit des années post-soviétiques, qui est derrière lui, c'est Ihor Kolomoïski. Et à un moment donné, il va devoir le lâcher, semble-t-il. Il va se battre avec d'autres oligarques. Il ne va pas réformer grand-chose, finalement. Et lorsqu'on arrive au moment de la guerre, on est avec un Zelensky qui est tombé à 38%, je crois, quelque chose comme ça, de soutien. Bon, c'est pas ridicule, mais ça commençait à chuter assez sérieusement. Ça l'inquiétait, d'ailleurs. Et voilà.
là où il avait été plutôt bon, c'était dans la... Bon, il avait promis naïvement qu'il allait faire la guerre la paix, pardon, avec Poutine sur la question du Donbass, dont la guerre n'était jamais véritablement arrêtée. Et là où on peut voir que le Zelensky qu'on découvre tous depuis le 24 février, où là on sent quelqu'un qui est vraiment au service de son peuple, en l'occurrence, va plutôt être bon. C'est dès décembre 2019, il vient à Paris, à l'Élysée, il y avait ce qu'on appelle le format Normandie, si vous dit peut-être quelque chose, qui était un format de discussion pour essayer de trouver une solution pacifique dans le Donbass avec la Russie, l'Ukraine et la France et l'Allemagne. Et ce jour-là, à l'Élysée, c'est sa première rencontre physique avec Poutine. Donc vous avez le petit comédien, l'amuseur public, et puis Poutine qui a ses 20 ans d'expérience. Enfin, à l'époque, il n'a pas 20 ans d'expérience, il a 19 ans d'expérience en tant que président, KGBiste, l'homme qui se fait fort de maîtriser la psychologie de ses interlocuteurs. Et puis vous avez Macron et Merkel qui sont presque du côté de Poutine, on pourrait dire, en tout cas qui ce jour-là veulent pousser l'Ukraine à signer ces fameux accords de Minsk, dont vous avez certainement aussi entendu parler, qui sont mal analysés. J'espère que dans le livre, on l'a bien présenté. Il faut voir ce que ça représente. Ce n'est pas simplement on fait une petite fédéralisation, allez, un petit effort. Non, c'est une renonciation à la souveraineté. Il n'y a pas beaucoup de présidents au monde, pour moi qui suis ces questions-là dans d'autres pays de la région, aussi corrompus soient-ils, aussi pro-russes qu'ils peuvent être par exemple, qui peuvent accepter de faire que leur pays abandonne la souveraineté. Ce ne sont pas des choses simples, elles sont des choses très lourdes qui font que vous vous faites renverser, qui font que vous perdez le pouvoir. Vous ne pouvez pas faire passer ça. Et ce jour-là, il y a donc Zelensky, le petit comédien qui entre un peu en scène, qui parle très mal anglais, qui n'a aucune expérience du monde, qui commence un peu à comprendre comment ça marche tout ça, et qui se retrouve face à trois leaders mondiaux avec une administration très forte et qui savent très bien ce qu'ils veulent. Et ce jour-là, il résiste. Toute l'Ukraine est suspendue à ses lèvres en disant mais comment il va ressortir de cette réunion à l'Élysée, format Normandie, qui commence vers 15h dans l'après-midi, se termine à minuit. Vous avez tous les journalistes ukrainiens qui craignent pour l'avenir de leur pays en se disant mais peut-être que ce soir on n'aura plus de souveraineté. Il aura dit oui à ces accords de Minsk. Ça voulait dire concrètement en fait que les deux entités soi-disant séparatistes, je mets les guillemets, parce qu'elles sont purement instrumentalisées, mais que ces deux entités séparatistes allaient avoir une sorte de droit de veto sur les grands choix stratégiques de l'Ukraine. Donc ça veut dire que c'est Moscou qui décide. Ces deux entités sont pleinement dans les mains de Moscou. On sait précisément par qui. C'est prouvé. Je veux dire, on a eu des hacks, par exemple, des hackers ont été ouvrir les comptes du principal conseiller de Poutine de l'époque, qui s'appelle Vladislav Surkov. On a des milliers d'emails qui montrent comment il a créé ces entités séparatistes. Enfin, on le savait, mais là, on a vraiment la preuve, on a le détail, on sait combien coûte de payer tel communicant, un tel pour faire tel coup, tel autre pour soutenir telle organisation séparatiste, etc. On sait ces choses-là. Et ce jour-là, finalement, il va être de bonne composition, il est prêt à discuter, il est prêt à accepter ces accords de Minsk, mais pas au prix de la souveraineté de son pays, parce qu'il n'a pas le mandat pour ça. L'Ukraine, encore une fois, c'est une démocratie très imparfaite, mais malgré tout, le président a un mandat, une légitimité populaire. Il ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses et il va refuser. Je reviens un tout petit peu sur cette question de la légitimité, ce qui me paraît importante pour bien voir la séquence aussi. La guerre, elle n'a pas commencé le 24 février, elle a au minimum commencé en 2014, lorsqu'il y a eu le premier Maïdan, et puis ensuite la guerre, l'annexion de la Crimée, puis la guerre dans le Donbass. Mais si on reprend la séquence un tout petit peu avant, on est fin novembre 2013, le président de l'époque, Yanukovych, extrêmement corrompu, c'est un homme de l'Est, plutôt pro-russe, à ce moment-là, a subi des pressions de la part de Moscou qui lui demande de renoncer à des négociations avec l'Union européenne pour un accord d'association politique, et qui est accompagné d'un accord de libre-échange en réalité. Bon, qui est une sorte d'antichambre de l'Europe, pas forcément pour accéder dans l'Europe, c'était même plutôt présenté comme une alternative à l'Europe. On vous crée des conditions qui vous font un peu appartenir au club européen, mais vous n'y entrerez jamais. C'était plutôt ça l'idée, en tout cas dans la tête des dirigeants français et allemands, par exemple. Et donc ce Yanukovych décide de lui-même, tout seul, sans consulter qui que ce soit, pas même son Parlement, qu'on renonçait à l'accord d'association avec l'Union européenne. Ça provoque le soir même un appel par Facebook de militants, de gens politisés, de l'élite, on va dire, de Kiev,
et qui appelle en espérant qu'il y ait quelques milliers de personnes dans la rue. Et en fait, il y a une foule énorme et ça va conduire à ce qu'on a appelé le Maïdan, une révolution à nouveau, qui va conduire à la chute de ce Yanukovych. Et après, ça va enchaîner. La Russie va dire mais c'est pas une chute, c'est un coup d'État et donc la guerre, etc. Je reviens pas sur cette séquence, mais sur la question clé, c'est-à-dire vous avez un président qui prend tout seul une décision dans un pays comme l'Ukraine aujourd'hui, post-soviétique, dont toute une partie de la population, et certainement la majorité, aspire à devenir européenne, pas forcément pour des grands fantasmes, hein. C'est pas les valeurs européennes, c'est pas tout ça, c'est pas de la propagande, c'est vraiment le quotidien. C'est l'Union européenne, ça veut dire l'état de droit, ce qui pour nous paraît totalement évident. Si vous avez un problème, un différend avec votre voisin, vous allez devant le tribunal, vous savez que vous aurez le juge qui rendra une décision en lisant la loi comme elle doit être lue. Personne ne va le payer pour qu'il prenne telle ou telle décision. En Ukraine, ça s'achète. Tout s'achète. Vous pouvez acheter de la presse, vous pouvez... Et donc, monsieur tout le monde, il a envie que s'il a un différend avec son voisin, qu'il puisse aller au tribunal et que, quand bien même le voisin serait plus riche, il n'achètera pas la décision de justice. Il veut que pour garder son poste, on ne lui prenne pas une part de son salaire. Il ne veut pas avoir à payer pour que son fils ou sa fille ait tel emploi dans la fonction publique ou privée d'ailleurs, etc. Et c'est aussi tout ça que représente l'Europe pour un Ukrainien aujourd'hui. Ce que nous, on oublie, ça nous paraît tellement évident, et puis on a d'autres griefs, et je ne discute pas ici s'ils sont légitimes ou pas, mais envers l'Europe. Mais voilà ce que ça veut dire l'Europe pour ces gens-là. Et donc Yanukovych, en prenant cette décision unilatérale, perd le mandat populaire qu'il a, et c'est fini, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre dans l'Ukraine d'aujourd'hui. Encore une fois, il ne s'agit pas de peindre ce pays en rose en disant que c'est une démocratie, mais on sent que l'aspiration est là pour des raisons bien concrètes. Et je disais que la guerre était aussi un vecteur très important dans les changements des mentalités, les changements dans les pays organisent leur gouvernance, leur régime. C'est qu'un type comme Zelensky, fin mars par exemple, a une interview avec 5 grands journalistes russes, et puis des journalistes plutôt d'opposition, plutôt bienveillants à son égard, mais on lui pose des questions et puis on lui dit mais qu'est-ce qui se passe si à un moment donné il faut négocier avec Poutine et qu'il faut accepter que la Crimée ou une partie du Donbass soit abandonnée à la Russie. Il dit moi je ne sais pas, je ne dis pas non, mais on fera un référendum. Et donc, alors on voit que c'est une protection énorme, et c'est tout ce que Poutine déteste, à vrai dire, puisque ça veut dire c'est les Ukrainiens qui décideront. Si les Ukrainiens disent qu'on continue, qu'on n'abandonne pas et qu'on doit aller reprendre le Donbass, on le fera, et s'ils sont prêts à faire les sacrifices humains, on le fera, quoi. Et donc on voit aussi toute la puissance que peut avoir la démocratie. Ce ne sont pas seulement des valeurs, ça donne une véritable puissance pour tenir un pouvoir, pour tenir un rang dans la politique internationale. Et j'en viens au Zelensky du début de la guerre, du 24 février. La veille, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, il y avait un documentaire sur M. Macron, le président, l'Europe, la guerre, l'Europe. Bon, c'est de la communication, hein, mais il y a quand même quelques petites choses à en tirer, et notamment une discussion entre M. Macron et Zelensky à 6 heures de la guerre, autour de minuit, le 23 février. Et Zelensky montre encore qu'il n'y croit pas. Moi, personnellement, dès octobre, j'entendais dire que les Américains donnaient de l'information comme quoi il y aurait... ils attendaient la guerre pour la fin février, c'était précis. On me disait déjà fin octobre que Kiev serait frappé, ce qui nous paraissait insensé. Je ne savais pas quoi en faire, moi, personnellement, mais je n'ai pas écarté cette hypothèse. Lui, Zelensky n'a pas voulu y croire. C'est aussi quelqu'un qui, par son expérience personnelle... Vraiment, l'ipséité de son caractère fait que c'est quelqu'un qui ne croit pas à la guerre. Il n'aime pas la guerre, il déteste la violence, il déteste même les tensions, il déteste les manifestations. Et c'est aussi sans doute pour ça qu'il n'a pas voulu croire à la guerre, et jusqu'à la veille. Alors il s'avère que ce pays-là, je disais, il est très multiple, il y a plein d'oligarques, donc plein de chapelles, etc. Et si lui n'a pas cru à la guerre, son armée y a cru et s'est bien préparée. Et c'est ce qui explique notamment que depuis 5 mois aujourd'hui, on a une armée qui, avec les moyens qu'elle a, et qu'on leur fournit aussi, mais résiste plutôt très bien. Et il n'y a aucune histoire de corruption, on n'entend vraiment pas parler, et même de dissension à l'intérieur de cette armée. Et au contraire, on voit des choses qui sont assez inattendues. Je crois que ça surprend tout le monde, où on voit par exemple qu'ils ont créé une sorte d'armée de volontaires en fait, qu'ils ont réussi à mettre sur pied, ce qui est très difficile pour qu'elle soit disciplinée, qu'elle sache se battre, etc. Et elle est très importante, et ils ont réussi à mettre ça sur pied, quoi. Donc je crois que l'armée a beaucoup fonctionné
de son côté. Ce qui fait d'ailleurs, je me demande dans quelle mesure on pourra dire que Zelensky est véritablement un chef de guerre. On le voit toujours en kaki aujourd'hui, etc. Mais je crois qu'il est dans son rôle de quelqu'un qui sait faire de la communication et qui essaie de mobiliser les esprits. Et c'est extrêmement important en temps de guerre, mais plus que quelqu'un qui donne des ordres à l'armée. Il doit le faire parce que je présume qu'il y a un certain nombre d'obligations, enfin d'attributions présidentielles qui font qu'il est obligé de le faire, mais ce n'est pas véritablement ça qui se distingue. Un mot sur son courage et qui fait qu'on a consenti à mettre le mot héros dans notre titre, même s'il n'y a pas de héros. Lorsqu'on est journaliste, on essaie juste de voir des gens qui se battent. Mais c'est quand même cette vidéo que vous avez dû voir, je crois que c'est le matin du 25 février. La guerre, c'est aussi la propagande. Il n'y a pas de guerre sans propagande. C'est vieux comme la guerre, c'est vieux comme le monde. Et les Russes sont en train de dire que le président est probablement déjà parti, etc. Donc ils essaient en fait de saper le moral de l'armée, de l'armée des volontaires et puis de l'armée elle-même pour dire votre président vous a déjà abandonné, renoncez à vous battre. Et ça c'est très puissant. Et ça sort partout dans la presse russe, sur les chaînes Telegram, les médias sociaux. Et on dit que Zelensky est déjà à l'étranger. Et Zelensky, lui, sort à ce moment-là, il fait cette vidéo, il y a toutes, vous allez voir l'ukrainien, c'est très facile, il y a toutes, je suis ici, première ministre, facile, toutes, et puis tel conseiller, on a que toutes, et ils sont 4-5 dans une lumière un peu jaune, un peu sépia, probablement en pleine nuit, et on reconnaît bien les bâtiments, donc on sait qu'il est au centre de Kiev, quoi. Et à ce moment-là, bon, ça peut paraître de la communication, parce qu'on a tendance à réduire Zelensky à la communication, ce à quoi moi je m'oppose. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça, c'est qu'on est le 25 février, il y a des commandos qui sont là pour le tuer. Et probablement pour décapiter en fait l'Ukraine, qui sont déjà au centre-ville. Et à 30 km de là, Dieu sait si on a pu voir que l'armée russe était déficiente, mal équipée, mal organisée, mal commandée, mais malgré tout, elle est massive. Et puis il y a aussi des commandos qui sont extrêmement compétents et très forts. Et à 30 km de Kiev, il y a un aéroport militaire qui s'appelle Hostomel, qui est pris d'assaut ce soir-là. Je me souviens de voir les chaînes de télégrammes russes dire qu'il y avait 18 avions Ilyushin, ça vous parlera peut-être à vous, des gros avions gros porteurs qui chacun amènent 250, 300 parachutistes, des commandos de Pskov qui sont l'élite de l'armée russe qui sont en train de débarquer tout près de Kiev et dont la mission va aller décapiter le pouvoir. C'est ça l'ambition de Vladimir Poutine au début, on sait qu'il va y renoncer, etc. Et donc cette vidéo, elle est quand même, c'est pas rien, quoi. Je veux dire, sa vie est en danger, la vie de sa famille est en danger, et c'est à ce moment-là que des Occidentaux, et on raconte ce moment-là, et bon là c'est le génie, d'abord c'est la guerre qui fait ça, puis c'est peut-être le communicant qui parle, on lui dit, bah, si vous voulez, nous les Américains, on peut vous sortir, on vous emmène en Pologne, vous serez à l'abri, et il sort cette phrase, moi j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armement, et puis je reste, quoi. Et sa femme, son épouse reste à ce moment-là, ses enfants sont apparemment encore en Ukraine à ce moment-là, et ça va avoir un impact très fort sur le pays, bon à l'étranger aussi, mais sur le pays, et c'est ça qui fait que ça va décupler le nombre de volontaires qui vont aller se battre. Je voyais hier des chiffres du ministre de la Défense qui s'exprimait sur Twitter, il parle de près d'1 million de combattants, à peine, enfin 700 000, mais plus la police, etc. C'est 1 million d'hommes en armes en Ukraine qui sont aujourd'hui en train de résister, donc c'est pas rien, quoi. Donc voilà comment Zelensky se taille comment dire, ce costume de héros en quelque sorte, vraiment en prenant certainement des risques à ce moment-là. Il aurait pu être tué. Bon. Et puis ensuite, il va être ce qu'on a beaucoup vu, qui est le communicant, ce qui n'est pas toujours bien compris en France. Au début, on l'a bien compris, puis à un moment donné, on s'est dit c'est too much, et c'est un peu too much, pour le dire franchement. Il s'adresse à tout le monde, au Festival de Cannes, etc. Cela dit, il faut aussi comprendre ça, et moi qui vis en Géorgie, je le ressens bien, et quand je discute avec des diplomates que je connais bien de ces pays, c'est qu'il faut aussi comprendre ce que c'est qu'un petit pays qui résiste et qui est en train de défendre son indépendance au milieu des grandes puissances. Bien sûr la Russie, mais aussi la France, l'Allemagne. On a autre chose à penser que l'Ukraine, on a autre chose à penser que la Géorgie. Et en fait, ces gens-là, s'ils ne se passent pas leur temps à essayer d'aller convaincre, d'aller chercher les autres puissances en leur disant voilà pourquoi il faut vous battre à nos côtés, voilà pourquoi il faut nous armer, bah, tout le monde a très envie de les oublier, tout le monde a très envie d'oublier de l'Ukraine, etc. Parfois contre nos propres intérêts nationaux, mais peu importe. Et donc c'est aussi ça qu'il est en train de faire, Zelensky. Il sent bien que le jour où l'opinion mondiale, on va dire,
alors mondial, ce n'est pas le bon mot parce que, disons l'opinion occidentale, celui qui est derrière lui aujourd'hui, on sait qu'il y a plein de dissensions ailleurs et plein d'autres pays qui ne soutiennent pas, à part l'Occident, à vrai dire. Mais il sait qu'à ce moment-là, ça deviendra très difficile pour l'Ukraine parce qu'ils ont plus que jamais besoin d'armement, de soutien financier, de soutien diplomatique sur les sanctions, etc. Sachant que ce qui se joue en Ukraine, c'est bien au-delà du sort de l'Ukraine. C'est effectivement, me semble-t-il, quelque chose qui a à voir, une grande bataille en quelque sorte entre les régimes autoritaires et dictatoriaux, la Chine aujourd'hui, qui veulent imposer leur gouvernance au monde. On le voit à tous les niveaux. Pour des choses qui vous intéressent, par exemple, je pense aux normes ISO. Il faut savoir qu'il y a 2-3 ans encore, le président de ISO était un Chinois, par exemple. C'est fondamental pour la Chine de pouvoir placer là son homme, parce que ça veut dire qu'on impose ses standards, en l'occurrence techniques, mais c'est pas rien, mais c'est aussi la même chose quand il s'agit du Comité des droits de l'homme à Genève, de l'ONU et tout un tas d'organisations. Donc toutes ces questions, c'est ça le combat qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, et ça c'est vraiment très important, et c'est ça qui se joue en Ukraine pour une bonne part, effectivement, quoi. Au-delà de la simple question Russie-Ukraine, et M. Poutine articule beaucoup les choses autour de ça, mais c'est aussi pour faire oublier ce à quoi il pense véritablement. Il le dit parfois, hein, mais c'est aussi imposer une gouvernance qui soit beaucoup plus dictée par un régime comme celui de la Russie. Bon, j'entre pas parce que c'est une question très compliquée et qui mériterait plein de développement, quoi. Mais donc on a un Zelensky qui va défendre son pays en communiquant, en allant chercher les opinions, pendant que les autres secteurs, si je puis dire, de la société et de l'État ukrainien vont jouer chacun leur rôle. L'armée est à son rôle, les gens du secteur économique essaient de faire survivre l'économie autant qu'ils peuvent de l'Ukraine, essayer de sauver par exemple la production céréalière pour toujours être présent sur les marchés mondiaux. Ce sont des rentrées d'argent fondamentales. Donc assurer toute la logistique qui va avec, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux comme ça qui sont au cœur. Mais le Zelensky que l'on voit, c'est celui qui on a presque l'impression qu'il laisse tourner les choses autour de lui, qui ne s'occupe pas de logistique, qui ne s'occupe pas d'armée. Alors, encore une fois, il doit y mettre son mot, bien sûr, mais qui joue son rôle spécifique dans ce que lui sait faire et qu'il a plutôt bien fait jusqu'à présent, au point qu'effectivement, il est devenu une sorte d'icône mondiale aujourd'hui, très connue, mais ça reste très, très fragile. Peut-être un dernier mot pour terminer mon propos, je serai à peu près dans mes 40-45 minutes. C'est sur la notion de héros qu'on a mis dans le livre. S'il y a des gens ici du service commercial, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas simplement de produire un beau produit, mais qu'il faut le vendre après. Et c'est pour ça que l'éditeur a souhaité que nous parlions de héros. Et ça fait sens aussi en Ukraine, donc on a accepté de le faire. Parce que l'Ukraine, c'est pas d'hier qu'elle se bat pour son émancipation, on va dire, de la Russie. Il y a un débat très compliqué. C'est pas une guerre, du point de vue de la Russie, du point de vue de Poutine, c'est pas une guerre pour l'argent. Il y a c'est plutôt un fardeau. Par exemple, le Donbass, ce sont des mines qui étaient subventionnées depuis des années. C'est un vrai fardeau pour tout le monde. Personne n'en a envie de ce Donbass. C'est pas pour des histoires de gaz ou de pétrole. Il en passe par l'Ukraine, mais ça peut passer par ailleurs. Puis avec les sanctions, il n'en passera plus de toute façon. Donc c'est pas véritablement la question. Donc c'est vraiment des guerres pour les représentations. Qu'est-ce que c'est que la Russie ? Quel doit être l'espace qui lui est réservé, sa zone d'influence. Donc c'est vraiment des batailles pour la puissance, quoi. Ce qu'on oublie parfois, c'est parfois plus simple de penser que c'est juste une affaire de gros sous, mais c'est pas de ça dont il est question cette fois-ci. Et l'Ukraine est aussi dans ce combat identitaire depuis longtemps, et au début pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu tout un mouvement partisan dans une époque très compliquée, déjà au milieu des grandes puissances, forcément, et cette notion de héros est apparue. Ça fait un peu penser aux shahids dans le monde musulman, en quelque sorte. En tout cas, voilà, c'est pas juste un héros, c'est pas juste histoire de gratifier quelqu'un qui aurait sacrifié ou risqué sa vie d'un titre qui fait plaisir. C'est beaucoup plus que ça. Ça a beaucoup de sens, et on se salue parfois en ukrainien, Slava Ukraina, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, et ça vient de cette époque. Donc ça, c'est quelque chose qui est véritablement enraciné, c'est une notion véritable.
Et par exemple, le soir, chaque soir, Zelensky, ou presque chaque soir, je crois, fait un petit briefing de quelques minutes, une vidéo. Il adore enregistrer des vidéos, c'est son truc. Et il fait une vidéo, en gros, il fait le résumé de la journée. Il s'est passé ça, on a perdu du territoire, on a gagné ça, etc. Et souvent, à la fin, lorsqu'il l'a fait, il va dire, et aujourd'hui, j'ai décerné le titre de héros à tel colonel pour tel fait héroïque, etc. Et, donc voilà comment ça prend sens en fait. Et on voit de la manière dont il le fait qu'il n'est pas en train de chercher de faire de la capitalisation pour que ça rejaillisse sur sa personne. Il le fait de manière très modeste en disant voilà, un tel a fait sauter un pont au mépris de sa vie, on lui décerne ce titre de héros, quoi. Donc s'il est un héros, je pense que c'est en ce sens, lui, enfin, par le courage qu'il a montré, mais ça, le vrai héros de la guerre en Ukraine, si on se passe du point de vue ukrainien, ce sont les gens qui sacrifient leur vie. Aujourd'hui, il y a peut-être 200 morts par jour. Enfin, on est vraiment dans le dur de la guerre en ce moment, et peut-être plus d'ailleurs. Ce sont vraiment tous les gens, tous les Ukrainiens qui se battent pour leur patrie, pour leur pays. Mais c'est surtout qu'il l'est au sens où il incarne, lui qui était ce russophone, lui qui vient de ce monde russe, lui qui a gagné tant d'argent, des millions, des dizaines de millions d'euros en Russie, et bien c'est ce personnage aussi qui, alors que tout le pouvait le conduire finalement à faire que l'Ukraine reste une partie du monde russe, mais qui a suivi son pays, peut-être en serviteur de son peuple, et qui l'accompagne dans cette bataille, dans cette mutation de toute la société ukrainienne qu'on observe aujourd'hui. Encore une fois, pour justifier ce que je dis, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'Ukraine du tout, mais quand moi j'allais dans le Donbass pendant la guerre en 2015-2016 et que je sortais de la zone de guerre, en fait, juste les petits villages dont on parle, les petites villes, pardon, donc, qui sont des villes de 20 000, 30 000, 50 000 habitants, dont on parle ces jours-ci, Konstantinovka, Kramatorsk et tout ça, qui étaient juste à la sortie, j'étais frappé parce qu'elles étaient tellement pro-russes. Je me disais, mais c'est en un claquement de doigts, la Russie peut les envahir, la population est prête à se soulever, quoi. Et 8 ans plus tard, parce que les gens ont vu que la Russie n'était pas là pour leur bien, mais pour des grandes ambitions géopolitiques, parce qu'ils savent, ils avaient tous un frère, une connaissance qui était dans la zone occupée, et qu'ils ont vu que les salaires n'étaient pas payés pendant 6 mois, que les mines de charbon étaient noyées, que plus rien ne marchait, que les dirigeants étaient corrompus. Petit à petit, ce sont des gens qui se sont tournés vers l'Ukraine en se disant, mais dans ce pays qui est en train de se construire, qui aspire qui donne plus de liberté, peut-être qu'il y a quelque chose à construire, et on sent une sorte d'unité nationale qui est en train de se souder et que lui incarne, lui qui ne fait pas partie de l'Ukraine historique, l'Ukraine de l'Ouest, ukrainophone, très anti-russe souvent, mais qui vient au contraire de la partie plutôt orientale, sud et orientale de l'Ukraine et qui devrait, en tout cas dans les yeux des Russes notamment, mais aussi de certains Ukrainiens, aurait eu tout pour pouvoir garder les bonnes relations avec les frères russes. Mais c'est pas ça. Donc voilà, c'est cette histoire qu'on a essayé de raconter dans ce livre d'un personnage qui se trouve un peu à la croisée des chemins comme ça et qui se trouve à accompagner le mouvement puissant, historique, très enraciné et les mutations de sa société. Voilà. Donc c'est un héros très, très humain qu'on raconte. Merci beaucoup Régis pour cet éclairage. On va passer, si vous le voulez bien, aux questions. Patrice, est-ce que tu en as de ton côté pour le moment à distance? Si quelqu'un, alors simplement je m'approcherai de vous parce qu'on vous entendra mieux pour les gens qui seront derrière l'écran. Je m'approcherai de vous avec le micro si vous avez des questions à poser. Ce qui est saisissant aussi quand on lit ce livre, c'est le contraste entre cette génération auquel il appartient, donc la génération des 25-45 ans, quand même plutôt de plus en plus tournée vers l'idée de l'Europe, pour des raisons très très concrètes, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, et puis l'image de Vladimir Poutine complètement figée dans cette mythologie de la Grande Russie, de l'URSS, et comment est-ce que ces deux mondes-là peuvent... Enfin, on a l'impression que historiquement ou philosophiquement, Poutine ne peut que perdre. Or, malheureusement, on sait que, comme vous le disiez, il y a des centaines de morts par jour. L'Ukraine n'a pas encore gagné et peut-être être encore loin d'avoir gagné. Mais est-ce que c'est pas perdu d'avance quand même pour Poutine? C'est ça le problème.
On dit souvent que lorsqu'on fait la guerre, c'est qu'on a échoué, parce qu'on n'a pas réussi à convaincre, et c'est bien le problème de la Russie dans l'ancien espace soviétique, pas seulement en Ukraine. Chez moi en Géorgie, où je vis par exemple, on a une population qui a 75% qui aspire à devenir européenne. Ça fait 20 ans que j'observe les mêmes sondages. Et effectivement, la Russie n'arrive pas à proposer quelque chose, un agenda positif, quoi. Donc ils sont obligés de faire du soft power négatif, par exemple en Géorgie. Donc le soft power par les médias sociaux, etc., et par certains soutiens à certaines franges de la population, ils vont moins le faire en disant « venez avec nous, nous sommes vos frères russes, on a beaucoup à vous offrir ». Ils vont dire « regardez comme les Occidentaux sont méchants ». D'où, par exemple, depuis 2012, c'est très important, la question LGBT, qui est devenue une sorte d'objet géopolitique, d'outil géopolitique pour tourner les peuples contre l'Occident, qui est décrit comme forcément décadent. Alors ça fait 200 ans que la Russie raconte que l'Occident est décadent dans tous les niveaux. Et depuis le retour notamment au pouvoir de M. Poutine en 2012, où là il y a eu un vrai tournant conservateur, cette question a été montée en épingle, instrumentalisée. Il y a un an, jour pour jour, en Géorgie, enfin, c'était le 5 juillet de l'an passé, par exemple, il y avait une petite marche de la fierté, mais vraiment très modeste, qui devait être organisée, auquel d'ailleurs, les militants LGBT géorgiens ont renoncé, voyant le danger qui s'annonçait. Et on s'est retrouvé avec plein d'organisations, toutes pro-russes en l'occurrence, alors que la Géorgie n'est pas pro-russe, qui sont allées dans la rue de manière très violente et qui se sont opposées à cette manifestation, qui sont allées dans un certain nombre de quartiers, de bureaux, d'associations de la société civile qu'ils n'aimaient pas, et ils ont été extrêmement violents avec eux. Ça a même conduit à la mort d'une personne. On a descendu 2 fois le drapeau européen qui flotte devant le Parlement géorgien. C'est le drapeau du Conseil de l'Europe, mais c'est le même. Donc voilà, c'est le problème de la Russie, effectivement, qui n'a rien à offrir, parce qu'en plus, elle est pauvre, c'est un pays pauvre, donc qui ne met jamais d'argent. Enfin, elle va acheter les élites parfois, mais jamais, elle n'est pas en moyen d'acheter les populations, puis elle préfère passer toujours par les élites. On achète le roi et après on tient le pays. Et c'est effectivement son problème, et c'est en partie effectivement une question aussi d'âge, comme vous le soulignez. Ça, c'est souvent des choses qu'on néglige, mais lorsqu'on fréquente ces pays, qu'on y vit, on voit que c'est des choses très simples. La jeunesse russe, d'ailleurs, est souvent complètement tournée vers l'Occident. Enfin, les enfants de Lavrov, la fille de Lavrov a étudié aux États-Unis, la fille Peskov était à Paris. Peskov, c'est le conseiller de Poutine. Enfin, ils étudient tous en Occident, ils vivent tous en Occident. Ils rêvent tous d'Italie, de Nice, de Paris, de Londres. Ils n'ont aucun intérêt pour leur pays, en réalité. Aucun. Et Poutine, effectivement, c'est un homme de 70 ans. Il aura 70 ans au mois d'octobre prochain. Et effectivement, c'est quelqu'un, lui, il avait 40 ans à l'époque soviétique, et on sent qu'il est resté sur cette époque, quoi. Alors ça se voit dans la communication, c'est Poutine qui reçoit dans des salles avec des dorures, et reçoit ses interlocuteurs, ou certains d'entre eux en tout cas, au bout de très longues tables, y compris ses propres ministres. Et vous avez Zelensky qui semble faire ça naturellement, mais c'est peut-être pas tout à fait naturel, qui dans le palais présidentiel rencontre des journalistes de CNN ou de je ne sais quelle chaîne, s'assoit sur les marches à même le tapis rouge et donne l'interview comme ça, improvisée, au milieu des sacs de sable et du bazar ambiant. Ou bien qui arrive à une conférence de presse, qui porte lui-même sa chaise, comme une salle un peu comme ça d'ailleurs, il la pose sur l'extrade, une petite chaise tout à fait ordinaire et beaucoup moins bien que celle-ci, qui s'assoit dessus et puis qui donne sa conférence, qui serre une main à un ou 2 journalistes qu'il avait rencontrés avant. Donc effectivement, c'est tout un autre mode de communication, notre représentation de ce qu'est le pouvoir. Mais voilà, c'est ce qu'on voit dans la guerre. On le voit à tous les niveaux aussi. On le voit par exemple dans les compositions de l'armée. On a une armée russe, on ne voit jamais une seule femme. Jamais, jamais, jamais. Et l'armée ukrainienne veut une armée beaucoup plus citoyenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images lorsque l'usine d'Azov à Mariupol a été évacuée. L'année dernière, il restait presque 1 millier de combattants. On voyait plein de femmes en sortir, des jeunes femmes, parfois. Alors c'était l'armée de défense territoriale, volontaire. Donc des chanteuses, des ingénieurs IT, des femmes de ménage. Enfin. Donc effectivement, c'est aussi tout un pays qui est sur un autre mode, effectivement. Au-delà de la communication nous montre ce qu'il y a effectivement derrière et les représentations.
C'est vraiment un moment très important. Après, c'est compliqué parce qu'on voit ce qui se passe dans le monde et voit par exemple sur les sanctions, on a vu qu'aucun pays africain ne nous suivait en disant mais c'est l'affaire des Occidentaux. Donc chacun, comme toujours, chaque pays reprend les choses, voit les choses de son propre point de vue. Peu de pays asiatiques suivent. Donc on est en train de faire payer aussi à l'Occident les années passées, le colonialisme et tout ça. Et malgré tout, par exemple, je discutais récemment avec un ami camerounais qui me faisait ces remarques très vertement, et il avait raison de les dire, et on peut vraiment les comprendre quand on sait comment la décolonisation du Cameroun s'est faite et comment ça a été brutal et sanglant, etc. Et en même temps, je lui dis, mais les Ukrainiens sont comme vous. Vous avez le même problème. Je veux dire, ils se battent face à un pouvoir qui les colonise, dont eux n'ont plus envie. Ils sont tout à fait d'accord pour vivre avec la Russie, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Il y a plein d'Ukrainiens qui travaillent en Russie et tout ça. Ils veulent juste être respectés. Ils veulent juste qu'on reconnaisse leur indépendance et qu'on ne soit pas en permanence en train de vouloir contrôler leur territoire, quoi. Et encore une fois, derrière cette question-là, bien sûr, c'est une guerre post-coloniale, et elle n'a pas commencé en 2014, elle a même commencé chez moi, si j'ose dire, en Géorgie en 2008, c'est la même guerre. Même motif, même prétexte, même manière de lancer, de provoquer la guerre, les mêmes mots, c'est exactement les mêmes techniques qui sont employées, et sur les mêmes motifs, qui sont d'ailleurs souvent... pas ceux qu'on perçoit en France. On a de la peine à faire passer ce message. Beaucoup disent c'est à cause de l'OTAN. L'OTAN aurait provoqué la Russie, donc forcément, on récupère la monnaie de notre pièce. La Géorgie, par exemple, a 2 régions séparatistes, comme aujourd'hui l'Ukraine en a 2 dans le Donbass, celle de Donetsk et Lugansk. Il y en aura peut-être une 3e dans les semaines qui viennent à Kherson. Et puis il y en a une région séparatiste aussi en Moldavie, qui s'appelle la Transnistrie. Et en Géorgie, c'était entre 91 et 93, les 2 guerres. C'était bien avant Poutine. Donc le problème, c'est pas que M. Poutine. Et c'était bien avant que la Géorgie sache ce que c'est que l'OTAN. On est au sortir de l'Union soviétique. Donc la question de l'OTAN va aboutir en Géorgie 10 ans plus tard. Et si la Géorgie, par exemple, s'est intéressée à l'OTAN, c'est précisément parce que la Russie lui avait pris 20% de son territoire pour pouvoir la contrôler par la force. Et donc la Géorgie s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Il existe l'OTAN, elle s'est tournée vers l'OTAN, mais les Géorgiens ne sont pas fous, ils savent ce qu'est la géographie, on ne va pas déménager le pays. Donc c'est pour dire que la question de l'OTAN est plutôt un prétexte en réalité, et que la vraie raison, c'est que la Russie veut contrôler une sorte de glacis, de ce qu'on appelle l'étranger proche en Russie, et que ces peuples-là n'y sont pas prêts. Alors, vous disiez tout à l'heure que Zelensky n'est pas forcément à proprement parler un chef de guerre d'un point de vue stratégique, oui. Mais actuellement, par qui est dirigée l'armée ukrainienne? Qui donne les directions? Qui pense la stratégie? Je pense qu'il y a... J'ai pas d'informations là-dessus, mais à ce que je vois, je pense qu'il y a une vraie entente. D'abord, c'est un pays qui est vraiment uni dans la guerre. On voit très peu de dissensions. Sinon, elles éclateraient, les dissensions, hein, où on verrait qu'il y a des généraux qui sont renvoyés. Enfin, de temps en temps, il y a un chef de région qui est renvoyé parce qu'il n'a pas fait le boulot, mais on sent qu'il n'y a pas de dissension. Donc je pense qu'il y a un vrai pays qui est assez uni en ce moment dans la guerre. Peut-être qu'après la guerre, les confrontations ressortiront. Ça, c'est normal et prévisible, quoi. Mais je pense que c'est simplement les gens qui tiennent cette armée, les généraux, vraiment les cadres de l'armée, qui n'existaient pas en 2014, qui était vraiment une armée extrêmement faible, comme souvent dans l'ancien espace soviétique. Souvent les armées sont pas les enfants gâtés de tous les régimes post-soviétiques. Et comme il y a eu la guerre, on a vraiment travaillé à la remettre sur pied. Les années entre 2014 et 2022 ont été vraiment des années de formation de cette armée, avec le soutien occidental. Il y a eu pas mal de formation, puis à l'intérieur surtout de réformes, de nettoyage, d'équipements, on a voté des budgets, etc. Donc c'est une armée qui a été remise sur pied, qui s'est formée dans la guerre. Donc c'est aussi des gens qui ont gagné pour une part, je n'ai plus les noms en tête, mais un certain nombre de généraux, de décideurs de l'armée d'aujourd'hui sont des gens qui se sont illustrés dans telle ou telle bataille, notamment la bataille d'Ilovaisk en août 2014. Donc c'est à ce moment-là que ces gens-là ont gagné leur médaille, leur lettre de noblesse et leur autorité dans leur rang, en fait. Donc elle fonctionne plutôt comme ça, et elle a tendance à vraiment surprendre le monde. Elle est quand même très efficace. Aujourd'hui, elle subit des revers
parce que c'est le rouleau compresseur russe et que ce n'est pas les mêmes effectifs, quoi. Mais malgré tout, elle résiste bien. Et aussitôt d'ailleurs que de l'armement occidental est donné, comme ces derniers jours, on a vu notamment des missiles HIMARS, donc des missiles de longue portée donnés aux Ukrainiens. Et ça produit des résultats immédiats parce que, alors, ça prend du temps parce qu'il faut former ces gens. Ou quand on utilise des canons César, qui seraient les meilleurs canons du monde, les Césars français, ça ne produit pas des effets Enfin, il faut vraiment se former. C'est pas juste un canon à l'ancienne où on tire sur la chevillette. Et donc, il y a de l'électronique, etc. Donc, ça peut prendre 3 semaines, 1 mois ou plus, 2 mois pour former quelqu'un qui saura maîtriser parfaitement, quoi. Mais on voit bien que dès qu'ils en ont, par exemple, ces gens-là, la semaine dernière a été marquée par le fait qu'une quinzaine de dépôts de munitions russes placés sur le territoire ukrainien, donc qui se rapprochent de la ligne de front, ont été détruits, par exemple, de manière assez spectaculaire grâce à des missiles HIMARS. Selon vous, cette guerre, elle est condamnée, si je puis dire, elle est condamnée à durer, à s'inscrire vraiment dans la durée? Est-ce que ce sera une guerre d'usure? Est-ce que vous qui êtes sur place en tout cas pas loin, et votre co-auteur qui est sur place, comment est-ce que vous voyez les 6 mois, l'année, les 12 mois qui viennent? J'ai de la peine un peu avec ça parce que... On n'avait pas de boule de cristal, bien évidemment, j'entends. Mais Moi, quand je lisais un peu la situation géopolitique, en entendant ce que disait M. Macron, mais qui a beaucoup changé au moment de son voyage à Kiev, mais avant, il parlait il ne faut pas humilier la Russie, tout ça. On sait que l'Allemagne n'avait pas très envie de continuer à fournir de l'armement parce que derrière, il y a les problématiques du coût de l'énergie qui fait que, etc. Qu'à Washington, c'est aussi un peu compliqué. Donc, d'abord, il y a plein d'éléments à prendre en compte dont on ne peut pas mesurer. Par exemple, quel sera le résultat des élections midterm en octobre aux États-Unis? Est-ce que les républicains reviennent au pouvoir? Est-ce que ce sont encore les démocrates? Quels républicains? Est-ce que c'est la frange de Trump ou pas? Donc tout ça sont des questions compliquées qui dépendent beaucoup de la quantité et de la qualité de l'armement qui sera fourni à l'Ukraine. C'est ça, la clé de la guerre, elle est là. On sent bien, et encore une fois, c'est pas être pro-ukrainien que de dire ça, mais que le moral, les gens qui savent pour qui ils se battent sont du côté ukrainien. En Russie, on voit bien, on a plein de récits, on a beaucoup de témoignages. On sait par exemple qu'ils ont envoyé au début des conscrits se battre sans qu'ils sachent qu'ils allaient faire la guerre. En gros, parce que la tête du pays a dit il faut qu'on ait 200 000 hommes sur place. Et que dessous, compte tenu de la nature du régime, on ne peut pas non plus très critiquer. Puis c'est aussi vrai parfois dans des armées, dans des pays démocratiques, on a ce genre de réflexe. Le chef a dit que, alors il faut fournir ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on a sous la main? On a des conscrits, on les envoie. Des gens qui ne savaient pas se battre. J'ai fait un papier pour le Figaro aussi, par exemple, en mars, je crois, sur les Tchétchènes, qui étaient un peu agités, côté un peu propagande, le Tchétchène, le Caucasien avec le couteau entre les dents, etc. Forcément, un épouvantail, quoi. Et en fait, on s'est aperçu sur le terrain qu'ils se faisaient tuer vraiment beaucoup parce qu'on a envoyé des Tchétchènes qui sont des forces de milice, de police militaire. Donc c'est des gens qui savent tenir une ville quand elle est prise, mais ils ne savent pas prendre la ville. Et ils ne sont pas équipés pour. Ça n'a rien à voir avec leur qualité humaine de combattants, etc. C'est que si vous êtes formé pour garder une ville, c'est que vous n'êtes pas formé pour la prendre. Vous n'avez pas les mêmes armes dans les mains, vous n'avez pas les mêmes véhicules blindés, etc. Et donc quand il y avait cette fameuse colonne dont vous vous souvenez peut-être qui descendait sur Kiev, la fameuse colonne de 70 km, qui était en plus pour une part prise dans des marais. Donc quand vous étiez sur la route, vous n'avez pas la possibilité de vous aller vous cacher dans les bois, parce que c'était des marais. Et en fait, ils se sont fait tuer par des drones turcs, Bayraktar, et un jour, je crois, dès les premiers jours, dans la première semaine, je crois qu'il y a 70 Tchétchènes qui ont été tués comme ça par quelques tirs de drones turcs, en l'occurrence, quoi. Enfin, aux mains des Ukrainiens. Donc on sent que c'est une armée qui n'est pas prête à se battre, qui n'a pas été formée pour, qui comprend bien aussi qu'il y a un problème dans cette affaire de tout le discours sur la dénazification, même en Russie, ça marche un peu dans la propagande, mais je lisais des... Est-ce que ça fonctionne vraiment, ça, auprès de la population? Ça fonctionne pour une part auprès de la population, mais je voyais aussi des confrères que je connais bien, parce qu'il ne s'agit pas de lire des articles, il faut savoir qui les écrit et dans quelle mesure ces gens sont bien informés ou pas, donc c'est bien de se renseigner sur qui écrit l'article, etc. Et moi, ce sont des gens que je connais personnellement, et certains avaient fait un papier, notamment un jour, pour montrer qu'ils avaient des informations du Kremlin, enfin d'assistants, etc., qui montraient qu'ils avaient un vrai problème avec cette propagande, parce qu'ils sentaient que dans une partie de la population russe, ça ne marchait pas. Je veux dire,
Il est juif, M. Zelensky, donc tout discours sur la dénazification, ça, pour un Russe un tout petit peu éduqué, ça pose un peu problème quand même, quoi. Au point donc, que le Kremlin, à un moment donné, se demandait, vous avez pu voir d'ailleurs que le mot a pas mal disparu, il a été un peu mis de côté, c'est probablement pour ces raisons-là, par exemple, quoi. Donc on sent que c'est une armée, on a une armée qui a la niaque, qui sait ce qu'elle, alors qui n'est peut-être pas parfaitement formée, etc., mais qui sait pourquoi elle se bat, et une autre Russe qui ne sait pas parfaitement pourquoi elle est là, qui n'est pas toujours équipée pour. Je pourrais donner quantité d'exemples, mais en Géorgie, on a 2 régions séparatistes où il y a des forces russes stationnées, notamment une qui s'appelle l'Ossétie du Sud. En fait, ce sont des Russes, mais souvent ce sont des locaux qui ont le passeport russe, mais qui sont dans la base militaire. Et ils en ont envoyé probablement 1000 ou 1500 se battre. Et sur les 1500, c'est moi qui l'évalue comme ça à la louche, on sait qu'il y en a 300 qui ont déserté. Désertés parce qu'ils ne sont pas équipés pour, qu'ils se faisaient tuer, ils n'étaient pas en mesure de se défendre, que le commandement était très problématique. En l'occurrence, la désertion a eu lieu parce qu'un des Ossètes, un de leurs camarades, a été tué par une mine, je crois, en bon caucasien, animé de leurs valeurs humaines, etc. Je plaisante un peu parce que ça c'est du discours, mais bon, en tout cas, ils ont voulu récupérer le corps de leur camarade, ce qui est une histoire vieille comme la guerre aussi. Achille, on va récupérer le corps de son camarade, et le chef russe a dit non, on laisse, on n'a pas le temps. Bon. Et ça a créé une rébellion au sein de cette unité. Voilà. Donc on sent qu'il y a aussi des gens compétents dans l'armée russe, etc., bien sûr, mais on sent que c'est quand même problématique et qu'il y a un vrai problème de légitimité dans cette guerre. Donc combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Moi, j'avais tendance à penser, en regardant la situation générale, que ça durait, que dans l'été, tout le monde avait très envie que ça s'arrête et qu'on était prêt, si j'ose dire, à lâcher les Ukrainiens. On voit que M. Macron a beaucoup changé après son voyage à Kiev. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il a vu, bon, en tout cas depuis le discours a beaucoup changé. Maintenant on dit qu'on va aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire? Washington, ça dépend beaucoup, mais on me dit que des sources aux États-Unis me disent que M. Biden pense qu'il faut vraiment que la Russie ne puisse pas se dire vainqueur de cette guerre, parce que ça pourrait, enfin comme la question au-delà de l'Ukraine, c'est le rapport à l'Occident, ça pourrait entraîner une guerre contre des pays de l'OTAN, type Pologne ou les pays baltes, sachant que la propagande russe est très forte sur ces pays-là. Ils pensent que la Pologne, ça appartient à la Russie, etc. Donc une conscience comme ça du côté de la Maison-Blanche où on se dit il faut absolument y aller, on ne peut pas laisser Poutine gagner, ce qui pourrait promettre un automne très chaud, mais je vois que ça change beaucoup, que les Américains se trompent aussi parfois, donc c'est difficile, mais on a quand même l'impression que ça va durer. Il y a une détermination ici, le moral est un peu bas en ce moment, mais sitôt qu'il y aura plus d'armement occidental, on sent qu'ils vont refaire des conquêtes et qu'ils ne lâcheront pas, que c'est un vieux combat, ce n'est pas une lubie, que côté russe, on a un Poutine déterminé qui est aussi dans un vieux combat et que c'est au-delà d'une lubie. On ne peut pas comprendre cette chose-là en disant que M. Poutine est fou ou pas fou, ça n'aide pas à régler quoi que ce soit. Donc effectivement, ça pose plutôt les bases pour un conflit qui pourrait durer 2-3 ans. Il y a beaucoup de gens en Ukraine, autour de Zelensky, tout ça, qui pensent que c'est une guerre qui durera 2 ans. Mais j'en sais rien. Je vous conseille vivement, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, on en sait déjà pas mal plus depuis 1 heure, de vous plonger dans la lecture de ce livre qui explique non seulement la complexité de l'histoire entre ces 2 pays, la Russie, l'Ukraine, entre ces 2 cultures qui parfois se mélangent, parfois non, et puis la complexité du personnage. Voilà, écoutez, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Régis, merci à vous. de votre générosité d'être venu de Géorgie. C'est bien aussi d'entendre des gens qui sont sur le terrain et qui savent donc par définition de quoi ils parlent. C'est bien aussi. Merci beaucoup et vous remercierez également. Stéphane. Pour nous, votre co-auteur, dont je rappelle, la femme actuellement combat aux côtés des forces ukrainiennes. Il ne faut pas oublier le courage de ces gens au quotidien. Merci beaucoup. À vous, merci beaucoup. À bientôt. Merci.